Salut, c'est Fanny de ludovox.fr et aujourd'hui dans ce tutovox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie de Jurassic World Miniature Game. Jurassic World Miniature Game vous propose de revivre les aventures des célèbres films de l'univers Jurassic Park. Incarner des humains ou des dinosaures et tenter de l'emporter sur les autres espèces en remplissant des objectifs déterminés en début de partie. Jurassic World Miniature Game est un jeu de figurines de type escarmouche. Vous pouvez jouer des scénarios prédéterminés ou librement en construisant vos decks de cartes vous-même. Vous devrez opter pour la meilleure stratégie pour remplir les objectifs du scénario au plus vite ou pour parvenir en premier à remporter un certain nombre de points de victoire. Passons tout de suite à la mise en place. Cette vidéo n'a pas vocation à être exhaustive. Je vais vous présenter les règles de base dans le cadre d'une partie scénarisée entre 2 joueurs avec l'utilisation des decks recommandés. Par conséquent, je n'aborderai pas la construction de decks. Lorsque vous jouez une partie scénarisée, libre à vous de jouer avec le deck recommandé ou de construire vos propres decks en suivant les instructions données dans le livret de règles. Pour cette vidéo, j'ai choisi de me baser sur le scénario The Rescue Party, utilisant le Triceratops et les humains. Dans ce scénario, 2 groupes de visiteurs sont bloqués au milieu du territoire des Triceratops. Le but des humains est de faire évacuer les visiteurs tandis que le Triceratops cherche à s'enfuir, tout en échappant aux mercenaires. Commencez par positionner le tapis de jeu au centre de la table. Choisissez qui incarne le Triceratops et qui incarne les mercenaires. Récupérez vos plateaux unités que vous positionnez devant vous. Vos figurines, ainsi que les cartes actions et héros associés à vos unités, comme recommandé dans le scénario. Le joueur incarnant les humains récupère en plus les cartes véhicules et équipements et munitions spécifiées. Mélangez chacun vos decks séparément et placez les faces cachées à proximité de votre plateau unité. Le joueur humain commence la partie avec les cartes 4-4, Long Range Radio et Sedative Rifle révélées. Après avoir mélangé les cartes conditions sédatifs, placez-en 4 faces cachées sous chaque carte Sedative Rifle. Insérez une griffe dans chaque piste de votre plateau. Positionnez-en une sur le 0 de la piste adrénaline et la seconde sur le chiffre maximum sur la piste des points de vie. Notez que la ligne de points de vie des humains comporte 2 sections de 4 points de vie. Insérez seulement une griffe sur cette piste et placez-la en face du 2 le plus à droite. Sur le tapis de jeu, placez les éléments liés au scénario, à savoir les tuiles objectifs A et B, qui représentent des groupes de visiteurs, ainsi que les grandes tuiles terrain, buissons et rochers en respectant les emplacements définis par le plan. Effectuez ensuite le déploiement de vos figurines sur les zones indiquées en procédant de la sorte. Prenez la pièce de départage et déterminez à pile ou face quel joueur commence le déploiement de son unité. Placez alors alternativement votre unité dans la zone de déploiement indiquée dans le scénario. Attention, le joueur humain dispose de 8 figurines. Mais ces 8 figurines représentent une seule et même unité dite multifigurine. Lorsque vous déployez une unité multifigurine, vous pouvez regrouper plusieurs figurines dans un seul et même hexagone, dans la limite de 4 figurines lorsque le socle mesure 40 par 35 mm et 2 figurines lorsque le socle mesure 70 par 35 mm. Chaque groupe de figurines est appelé sous-unité. Sachez que vous ne pouvez jamais avoir plus de 2 sous-unités en jeu. En toute logique, vous devriez donc répartir vos 8 humains en 2 groupes de 4 sur 2 hexagones différents. En revanche, la règle de la cohésion des squads, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, vous autorise à avoir une sous-unité répartie sur plusieurs hexagones adjacents à un hexagone central. Selon cette règle, vous pouvez donc répartir vos 8 figurines sur 2 groupes d'hexagones adjacents. Une fois que le joueur humain a fait son déploiement, il désigne une de ses figurines comme étant le sergent et l'indique à son adversaire. Les autres figurines sont de simples mercenaires. À proximité du plateau, placez la pièce de départage, les cartes conditions assommés, blessures et peur en 3 piles distinctes face cachée et faites une réserve avec les jetons et tuiles compte-tour, dégâts, fumée, furtivité et agrippé bloqué. Piochez ensuite les 5 premières cartes de votre deck héros. Vous pouvez faire un mulligan à ce moment uniquement de la partie. Cela signifie que vous pouvez défausser autant de ces 5 cartes de votre main pour en piocher autant de nouvelles.
Enfin, pour terminer, prenez connaissance des règles spécifiques au scénario que vous jouez. Ici, on nous informe que les armes des mercenaires sont non létales et que le Tricératops, au lieu d'être tué, tombe inconscient. Les groupes de visiteurs ne peuvent pas être tués ni agrippés par le Tricératops. Et lorsque le Tricératops se déplace sur un groupe de visiteurs, il le pousse en direction de la zone de déploiement des mercenaires. Enfin, lorsque les mercenaires sont adjacents à un groupe de visiteurs, ces derniers sont déplacés en même temps et dans les mêmes conditions que les mercenaires. La mise en place est terminée, passons maintenant à l'explication des règles à proprement parler. Une partie de Jurassic World Miniature Game se déroule en une succession de tours de jeu jusqu'à ce qu'une condition conclusive, c'est-à-dire un objectif de partie, soit atteint, ou jusqu'à ce que vous ayez fait un certain nombre de tours de jeu sans rencontrer de conditions conclusives. Dans le cas de notre scénario, les conditions conclusives sont, pour les mercenaires, de faire sortir les groupes de visiteurs, tuer l'objectif A et B du côté de leur sortie située à l'opposé de leur zone de déploiement, alors que le Tricératops doit juste s'enfuir du côté de sa sortie, se trouvant également à l'opposé de sa zone de déploiement. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir en détail comment se déroule un tour, arrêtons-nous un instant sur vos différents éléments de jeu. Votre plateau unité comporte les zones où vous allez jouer vos cartes, ainsi que des informations importantes concernant votre unité. Dans cet encart noir sur la droite se trouve le nom de votre unité, les mots-clés lui étant associés, qui servent notamment à déclencher certains effets de jeu, et les icônes de faction auxquelles elle appartient. Ces icônes sont importantes notamment lors de la construction des decks lors d'une partie libre. Retrouvez en détail les icônes relatives aux factions à la page 9 du livret de règles. Les mots-clés indiqués en rouge sont des caractéristiques spécifiques à votre unité, vous accordant des bonus de jeu lors de certaines situations. Le chiffre en rouge tout à droite de l'encart noir représente le nombre de cartes actions à piocher lors de chaque nouveau tour de jeu. Et, tout en bas à droite, vous pouvez trouver le symbole de l'extension d'où provient l'unité. Lors de la mise en place, nous avons déjà vu que ces deux pistes correspondent au point de vie de l'unité et celle-ci à l'adrénaline. Enfin, cette série d'icônes représente les compétences de base de votre unité. Les cartes actions sont des cartes que vous allez programmer et éventuellement activer durant votre tour de jeu. À cet endroit, vous pouvez voir le titre de la carte. Juste à côté, vous pouvez voir deux petits symboles blancs suivis d'un chiffre rouge. Le premier symbole correspond à la valeur d'initiative de la carte. Notez que vous retrouvez également cette valeur au dos de la carte. Le chiffre à côté du petit symbole d'ADN correspond au coût d'amélioration. Cette information est importante surtout dans le cadre d'une partie libre pour la construction de votre deck action. Dans la partie inférieure de la carte, vous pouvez voir deux lignes de symboles séparées par une ligne droite. Les symboles au-dessus de la ligne constituent les effets principaux de la carte action. Les symboles en dessous de la ligne correspondent aux effets conditionnels de la carte. La condition nécessaire pour déclencher ces effets est représentée par le symbole figurant au début de la ligne de séparation. Enfin, sur le côté droit de la carte, se trouvent 5 emplacements qui peuvent être remplis de symboles rouges et ou blancs. Il s'agit des symboles permettant de déclencher des combos lors de votre tour de jeu. Les cartes héros sont des cartes que vous allez jouer sans les avoir programmées à un certain moment qui est indiqué sur la carte elle-même à cet endroit. Ici se trouve le titre de la carte ainsi que le symbole de la ou des factions pouvant l'utiliser. Ces deux informations sont importantes notamment lors de la construction de decks. Enfin, dans cette zone, vous trouvez l'effet de la carte en question. Parfois, vous aurez le choix entre plusieurs effets. Ce choix est logiquement spécifié par l'utilisation du mot « ou ». Et parfois, vous pourrez appliquer plusieurs effets. Cela sera indiqué par le mot « et ». Dans le cas de la carte « Impressive Marksmanship », vous pouvez constater que le « et » est conditionnel. Il est dépendant de la valeur résultant d'un calcul entre deux autres caractéristiques. Enfin, sachez que pour activer un effet, vous pourrez parfois être amené à utiliser de l'adrénaline. Si aucun mot ne le mentionne spécifiquement comme dans Fast Metabolism, il s'agit d'une dépense. Pour rappel, vous commencez votre partie avec un niveau d'adrénaline égal à 0.
Sachez qu'à tout moment du jeu, vous pouvez défausser une carte de votre main de carte héros pour gagner un point d'adrénaline. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous le souhaitez dans la limite du nombre de vos cartes héros. Vous pouvez également gagner de l'adrénaline de façon spécifique selon votre unité. Reportez-vous à votre plateau unité pour découvrir dans quelles conditions précisément. Comme vous avez pu le constater jusque-là, Jurassic World utilise une grande variété d'icônes. Afin de faciliter votre interprétation des icônes, retenez que les hexagones représentent des compétences actives ou des actions, que les cercles représentent des compétences passives et que les triangles représentent des conditions. Enfin, les icônes rouges présentes sur les cartes héros ou sur les cartes actions principales ou conditionnelles des cartes actions sont des bonus accordés à l'adversaire. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec le matériel de jeu, voyons en détail comment se déroule un tour de jeu. Un tour de jeu se compose de 4 phases distinctes. La phase d'initiative, la phase d'action, la phase d'effroi et la phase de victoire. Phase d'initiative. Durant cette phase, vous allez programmer votre phase d'action. Piochez autant de cartes actions qu'indiqué sur votre plateau unité. Piochez également 2 cartes héros que vous ajoutez à votre main de cartes héros. Attention, comme vous venez de piocher 5 cartes de ce deck durant la mise en place, ignorez cette étape au premier tour de jeu. Ensuite, sélectionnez la carte action que vous voulez jouer lors de ce tour de jeu et posez la face cachée sur l'emplacement carte active de votre plateau unité. Les autres cartes de votre main sont défaussées immédiatement. En revanche, vous pouvez conserver une de ces cartes qui vous intéresserait pour le prochain tour. Pour ce faire, placez la carte souhaitée face cachée sur l'emplacement en attente de votre plateau unité. Lors de la prochaine phase d'initiative, vous récupérerez la carte en attente et compléterez d'autant de cartes que nécessaire pour arriver à votre valeur de pioche. Si jamais vous décidez de ne finalement pas utiliser cette carte en attente, elle est tout simplement défaussée et vous piochez alors directement le nombre de cartes actions indiquées sur votre plateau. Vous ne pouvez pas conserver une carte en attente plus d'un tour de jeu. Sachez que le premier joueur du tour est déterminé en fonction de la valeur d'initiative de la carte active et d'éventuels bonus d'initiative. Tant que votre adversaire n'a pas programmé sa carte dans sa zone de carte active, vous êtes invité à cacher votre valeur d'initiative afin de ne pas influencer son choix. Phase d'action. Comme son nom le laisse suggérer, c'est durant cette phase que vous allez effectuer vos actions. En comparant vos valeurs d'initiative, déterminez l'ordre d'activation des unités. Activez les unités les unes après les autres par ordre décroissant de valeur d'initiative. Prenez bien en compte vos bonus éventuels. La première unité révèle sa carte active et effectue toutes ses actions, puis la seconde unité révèle sa carte active et effectue à son tour toutes ses actions. En cas d'égalité entre les valeurs d'initiative de 2 unités, procédez à un départage comme vous l'avez fait lors du déploiement de vos figurines sur le plateau de jeu pour déterminer quelle unité s'active en premier. Attention par contre, lors d'une égalité d'initiative entre plusieurs unités, là où les unités ne s'activant pas en premier peuvent choisir de révéler la carte de leur zone active ou non en même temps que l'unité active. Si elles décident de ne pas le faire, elles le feront au début de leur tour de jeu. Vous pouvez également choisir finalement de passer votre phase d'activation. Ne révélez pas votre carte active. Au terme de la phase d'action, vous pourrez décider de conserver cette carte active pour le prochain tour de jeu ou de la défausser. Vous ne pouvez pas passer votre activation plus d'un tour de jeu, ni si vous subissez une condition telle que agripper, renverser ou effrayer. Lors de votre phase d'action, vous pouvez déclencher uniquement une série d'effets au choix parmi les effets principaux de votre carte active, les effets conditionnels de votre carte active, ou 2 effets différents parmi ceux de base de votre unité. D'ailleurs, vous pouvez constater que parfois certaines icônes d'effets sont regroupées par série. Il s'agit d'une seule et même action. Ainsi, si vous choisissez d'effectuer 2 actions de base, vous pouvez choisir d'effectuer cette action de déplacement, puis ce groupe d'actions d'attaque. Lorsque vous choisissez de résoudre les effets principaux ou conditionnels d'une carte action, faites-le effet par effet ou groupe d'effets de la gauche vers la droite. Pour chaque nouvel effet ou groupe d'effets, vous pouvez choisir de l'activer ou non.
Notez que les humains possèdent le mot-clé multitâche. Cela signifie que chaque figurine peut choisir de résoudre un effet différent parmi les 3 possibilités que je viens d'indiquer, mais dans la mesure où cela respecte le principe de cohésion des squads. Lors de déplacements par exemple, vous ne pouvez pas vous séparer en plus de 2 sous-unités, et chaque sous-unité doit être répartie sur des hexagones adjacents à un hexagone central. Lorsqu'une sous-unité se déplace, toutes les figurines de la sous-unité se déplacent du même nombre d'hexagones et dans la même direction. De plus, en tant qu'unité multifigurine, vous bénéficiez d'un bonus de groupe pour certains effets. Ce bonus est signalé par ce symbole d'extension sur l'icône concernée. Vous trouverez le détail de ce bonus sur votre plateau unité. Dans le cas des humains, chaque trio de figurines rapporte +1. Le sergent compte comme 2 figurines. Une fois que vous avez effectué toutes les actions que vous souhaitiez, ne défaussez pas votre carte active mais conservez-la sur cette zone. Elle vous servira à déclencher d'éventuels combos lors de prochains tours de jeu. Les combos vous confèrent des bonus significatifs lors de la résolution des faits. Vous pouvez voir sur votre plateau que votre zone de cartes actives comporte un certain nombre de cartes en filigrane. C'est le nombre maximum de cartes que vous pouvez posséder dans cette zone. Dans notre cas, humains comme Triceratops peuvent conserver 3 cartes. Lors de vos tours de jeu ultérieurs, des combos vont pouvoir se déclencher lorsqu'au moins 2 icônes identiques sont côte à côte dans la zone de combo. Les icônes rouges sont appelées finisseurs de combo. Lorsque l'icône la plus à gauche dans une série d'icônes identiques est blanche, comptez +1 par autre icône blanche située à sa droite. Ainsi, ici je gagne un bonus de +1 et ici un bonus de +2. Lorsque l'icône la plus à gauche est un finisseur et donc est une icône rouge, comptez +1 pour le finisseur et +1 par icône blanche à sa droite. Notez que tout finisseur qui n'est pas situé le plus à gauche d'une série d'icônes compte comme un espace vide et interrompt un combo. Ainsi, dans ces différentes situations, il n'y a pas de combo. Lorsque vous devez ajouter une carte qui fait excéder le nombre de cartes en filigrane sur votre zone active, défaussez tout simplement la carte la plus à droite. Phase d'effroi. Une fois la phase d'action terminée, effectuez la phase d'effroi. Cette phase consiste à effectuer un test de peur pour des unités adverses qui se trouvent à une distance de 2 hexagones au moins l'une de l'autre. Attention, il n'est pas ici question de ligne de vue, mais bel et bien de portée. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir votre adversaire à vue. Notez que pour une unité multifigurine subdivisée en 2 sous-unités, même si une seule de ces sous-unités est à une distance de 2 d'un ennemi, le test est déclenché. Le bonus de groupe ne s'applique que pour la sous-unité concernée. Dans le cas où les 2 sous-unités sont toutes les deux à une portée de 2 de l'ennemi, mais à distance l'une de l'autre, le test n'est déclenché qu'une seule fois pour l'unité entière, et le bonus de groupe s'applique pour les 2 sous-unités. Attention, chaque unité concernée par le test doit le faire une fois en tant qu'attaquant et une fois en tant que défenseur. Lorsque vous faites le test en tant qu'attaquant, vous devez ajouter toutes vos valeurs effrayées, ce qui comprend vos compétences de base sur votre plateau unité, votre carte active et vos éventuels combos. Comparez cette valeur à la valeur de courage de l'unité adverse. De la même manière, l'unité adverse aura compté toutes les occurrences de la compétence courage entre son plateau unité, sa carte active et ses éventuels combos. Si votre valeur est supérieure ou égale à la valeur de votre ennemi, alors celui-ci doit défausser sa carte en attente s'il en a une, puis dans tous les cas, il doit piocher autant de cartes conditions peur que la différence entre les résultats du test. Donc, en cas d'égalité, il ne pioche rien. Les cartes peur sont directement placées sur le deck de cartes action de l'adversaire. Si par contre, le défenseur réussit le test et donc que sa valeur de courage est supérieure ou égale à votre valeur effrayée, il peut retirer autant de cartes conditions peur de son deck et ou de sa défausse de carte action que la différence entre vos résultats. Après avoir fait cela, il mélange son deck action en laissant de côté les cartes de la défausse. Si vous n'avez pas d'unité ennemie à une portée de 2, vous n'avez pas effectué de test. Dans ce cas uniquement,
Vous pouvez retirer de votre deck et ou de votre défausse de carte action autant de cartes conditions peur que la valeur totale de votre compétence courage. Après quoi, mélangez votre deck action. Si vous n'avez pas de carte peur ni dans votre deck ni dans votre défausse, alors il ne se passe rien. Passez tout simplement à la prochaine phase de jeu. Phase de victoire. Avant de commencer un nouveau tour de jeu, vous devez vérifier si une condition de victoire a été rencontrée. Les conditions de victoire sont soit les conditions conclusives mettant fin à un scénario, soit des conditions de victoire normales qui correspondent à des objectifs secondaires ou des objectifs bonus lors d'un scénario, soit encore des points de victoire lors du jeu libre. Dans le scénario que nous jouons, il n'y a pas d'objectif secondaire ni bonus. Du coup, les seules conditions de victoire que vous pouvez rencontrer sont les conditions conclusives. Si ce n'est pas le cas, recommencez un nouveau tour de jeu et procédez ainsi jusqu'à ce que la fin de partie se déclenche. Fin de partie. La partie s'arrête soit lorsque le Tricératops a quitté sa zone de jeu en passant par sa sortie, soit lorsque les mercenaires ont escorté les 2 groupes de visiteurs du côté de leur sortie, soit à l'issue du 8e tour de jeu si aucune de ces 2 conditions conclusives n'a été rencontrée. Passez alors à l'évaluation de fin de partie. Pour cela, reportez-vous au livret de scénario et regardez dans quelle situation vous vous trouvez. Notez que si même un seul des 2 groupes de visiteurs s'est échappé, vous êtes dans la 2e configuration, visiteur mis en sécurité, ou Tricératops sédaté. Cette situation de fin de partie aura des conséquences sur l'avenir de votre troupe ou sur la mise en place de certains éléments de jeu dans le prochain scénario. Afin de rendre les choses un peu plus claires et pour vous présenter quelques effets majeurs, voyons maintenant la résolution complète du 4e tour de jeu de la partie. Les joueurs commencent par piocher 2 cartes héros qu'ils ajoutent à leur main. Ensuite, ils piochent leur carte action. Le joueur mercenaire récupère la carte qu'il avait en attente et pioche 5 cartes de son deck action. Le joueur Tricératops pioche 5 cartes de son deck d'action. Chaque joueur programme sa carte dans sa zone active. Et le joueur Tricératops place une carte dans sa zone en attente. Le joueur Tricératops remporte l'initiative. Il révèle sa carte action et décide d'appliquer les effets principaux de celle-ci. La première icône est une icône de mouvement. Elle indique que l'unité peut se déplacer de une case. Comme cette tuile est un terrain bloquant à travers lequel les unités ne peuvent pas passer, il décide de se déplacer ici. Il essaye ensuite d'effectuer cette action de renversement. Cette action a pour but de renverser toutes les figurines situées sur un hexagone adjacent à l'avant de l'attaquant. Il a le choix entre ces 2 hexagones, mais décide de cibler celui où figure le plus de mercenaires. Pour voir si cette action est réussie, l'attaquant doit comparer la somme de ses valeurs renversées et force à la somme des valeurs de force ou d'esquive de sa cible. Dans notre configuration, le Tricératops possède une valeur de 8. 5 points de force de base, plus 1 point grâce à l'icône renversée sur la carte Trample, plus 2 points supplémentaires gagnés grâce à la série d'icônes de force dans la zone combo. Les mercenaires, quant à eux, choisissent d'utiliser leur force en opposition. Malheureusement, cela ne suffit pas car ils n'arrivent qu'à 2 points. Leur valeur de force de base de plus 1, plus 1 point supplémentaire gagné grâce à la série d'icônes dans la zone de combo. L'action du Tricératops est réussie, ces 2 mercenaires sont renversés. Ils sont couchés sur le tapis de jeu. Dorénavant, et jusqu'à ce qu'elles se soient redressées, les figurines renversées font perdre -1 à toutes les compétences de base de l'unité et ne peuvent plus se déplacer. Elles devront alors utiliser 1 point de mouvement pour se redresser. Notez que les mercenaires non renversés peuvent agir librement. Enfin, le Tricératops décide d'activer sa dernière série d'icônes qui consiste en une attaque de mêlée omnidirectionnelle. Cela signifie qu'il peut choisir d'attaquer en avant ou en arrière et qu'il aura pour cible toutes les figurines situées sur des hexagones adjacents à lui dans la direction qu'il aura choisie. Comme ses ennemis sont situés à l'avant, il décide d'effectuer une attaque avant. Seules ces 3 figurines sont ciblées, les autres étant trop loin. Encore une fois, il doit effectuer un test pour vérifier si l'action est réussie. Il doit alors ajouter toutes les valeurs d'attaque de mêlée avant de ces icônes et les comparer à la valeur d'esquive des mercenaires. Le Tricératops possède une valeur d'attaque avant de 6, 3 de base,
plus 1 de l'effet principal de la carte Trample, plus 2 grâce au combo. De plus, cette attaque est perforante et donne un bonus d'esquive de plus 1 pour le défenseur. La valeur d'esquive de la cible est de 2, car la valeur de base d'esquive des humains est de 2, que la carte Trample accorde un bonus d'esquive de 1, mais que les figurines renversées ajoutent un malus de 1. La valeur d'attaque du Triceratops étant supérieure à la valeur d'esquive des mercenaires, ces derniers sont donc touchés. Appliquez autant de dégâts que la différence entre les deux résultats. Ici donc 4 dégâts. Retirez 1 point de vie à l'unité par dégâts à appliquer. Si l'unité possède une armure, elle peut choisir d'opposer sa valeur d'armure pour réduire les dégâts engrangés. Déduisez alors autant de dégâts que la valeur d'armure. Notez qu'une attaque perforante réduit la valeur d'armure d'autant qu'indiqué. Comme les mercenaires ont une valeur d'armure de 0 et aucun combo permettant de modifier cette armure, ils doivent encaisser les 4 dégâts. Hormis le sergent qui possède 2 points de vie, les mercenaires de base possèdent tous un seul point de vie. Le premier mercenaire absorbe 1 dégât et meurt. Il est retiré du plateau. Il reste 3 dégâts à attribuer. Les 2 autres mercenaires meurent de la même façon que le premier et sont également retirés du plateau. Il reste encore 1 dégât à attribuer, mais il n'y a plus d'ennemis à porter. Le dernier dégât est donc ignoré. Le tour du Triceratops s'achève, c'est maintenant aux mercenaires de jouer. Le joueur révèle sa carte. Il va activer ses sous-unités l'une après l'autre. Il commence par activer cette sous-unité et choisit de lui faire effectuer 2 effets parmi ceux de base de son plateau unité. Il choisit d'effectuer un déplacement pour avancer vers sa sortie. Comme cette sous-unité est adjacente au groupe de visiteurs A, le groupe se déplace en même temps que les mercenaires. Ensuite, il choisit d'activer sa capacité d'attaque à distance de base. Le joueur possède la carte héros Impressive Marksmanship, qui est à jouer lors d'une attaque à distance. Il révèle la carte de sa main. Il possède une visée, à comprendre une valeur d'attaque à distance de 6. De base, à quoi il faut ajouter 1 grâce à Impressive Marksmanship, plus 2 grâce au combo de visée, plus 1 de bonus de groupe parce que le sergent qui compte pour 2 figurines fait partie du groupe. Cette attaque devra être effectuée sur un hexagone situé à une distance de 5 maximum, en comptant le chemin le plus court, et si la ligne de vue n'est pas obstruée. Si l'attaque réussit, il pourra infliger 3 dégâts, 2 de base, plus 1 grâce au bonus de groupe. Le Triceratops se trouvant à 2 hexagones, il peut tout à fait être ciblé par la sous-unité. De la même manière que pour une attaque de mêlée, on oppose la valeur d'esquive de la cible à la valeur de visée. Le Triceratops possède une valeur d'esquive de 1. L'attaque à distance des mercenaires est donc réussie. Le Triceratops devrait prendre 3 dégâts et donc perdre 3 points de vie. Mais comme il possède une valeur d'armure de 6, il ne subit aucun dégât. De plus, le Triceratops gagne 1 point d'adrénaline car il possède le mot-clé cuirassé qui lui fait gagner 1 point d'adrénaline chaque fois qu'il annule 2 points de dégâts. La carte héros des mercenaires est défaussée. La deuxième sous-unité effectue son tour d'action. Un des mercenaires de la seconde sous-unité décide de déclencher un effet opéré et d'utiliser l'équipement Sedative Rifle. Il prend une carte sédative se trouvant sous Sedative Rifle et la met de côté pour le moment. Il effectue le test comme indiqué sur la carte, mais sans tenir compte des effets principaux et conditionnels de la carte Aim Shot. Par contre, il doit bien prendre en compte les bonus de combo et peut, s'il le souhaite, ajouter sa visée de base. Ainsi, dans notre configuration, le mercenaire possède une visée de 7 sur une portée de 5. Il pourra effectuer 2 dégâts et possède une valeur de perforation de 2. Le mercenaire choisit de viser l'arrière du Triceratops car son armure est plus faible de ce côté-là. Il révèle la carte héros Aim the Weak Spot de sa main pour renforcer la valeur de perforation de son action. Il voudrait activer le premier effet conditionnel. Comme il n'a que 3 points d'adrénaline, il défausse de sa main une nouvelle carte héros pour gagner un point d'adrénaline supplémentaire. Il a maintenant 4 points d'adrénaline qu'il dépense immédiatement. Le Triceratops ayant toujours une valeur d'esquive de 1, le test est à nouveau réussi. Seulement cette fois-ci, la valeur d'armure arrière du Triceratops est de 4, tout comme la valeur de perforation de l'attaque. La valeur d'armure arrière est donc annulée et le Triceratops doit bel et bien subir les 2 dégâts,
et donc perdre 2 points de vie. Or, la carte Sedative Rifle précise que si la cible devait perdre des points de vie, à la place, il faut révéler la carte munition précédemment mise de côté et la résoudre. Le joueur humain révèle une dose adéquate et doit effectuer un test de force de 4 pour voir si la dose atteint le Triceratops ou non. Attention, ce test oppose la force indiquée sur la carte sédative révélée, sans ajouter les bonus de combo ni des compétences de base de l'unité attaquante. Par contre, le défenseur additionne bien toutes ses valeurs de force. Ainsi, le test de force se solde par un échec pour l'attaquant, car la force est seulement de 4 contre 7 pour le Triceratops. Comme spécifié sur la carte sédatif, la carte est placée à côté du plateau du Triceratops et servira de bonus lors d'une prochaine tentative. Le joueur humain décide de ne pas déclencher d'autres effets de base pour ce mercenaire. Il décide simplement de rapatrier ce mercenaire sur la même case que ses coéquipiers, en vue de la phase d'effroi prochaine. Il décide de ne pas activer sa dernière figurine, car il sait que le Triceratops est en position de force et que ses attaques n'ont aucune chance d'aboutir. La phase d'action est terminée, les joueurs passent à la résolution de la phase d'effroi. Le test est déclenché car les unités sont à 2 de distance l'une de l'autre. Les mercenaires commencent par effectuer le test en tant qu'attaquants. Ils possèdent une valeur d'effroi de 3, 1 de base plus 1 par sous-unité qui bénéficie chacune du bonus de groupe. Le Triceratops bénéficie d'une valeur de courage de 5, 4 de base plus 1 grâce au combo. Le test est donc un échec. Le Triceratops peut retirer autant de cartes peur de son deck ou de sa défausse action que la différence entre les deux résultats. Dans notre configuration, jusqu'à 2 cartes peur. Comme il ne possède pas de carte peur, il ne se passe rien. Ensuite, le Triceratops effectue son test en tant qu'attaquant. Il possède une valeur d'effroi de 3 contre une valeur de courage de 7 pour les mercenaires. Le test est également un échec. Les mercenaires peuvent défausser jusqu'à 2 cartes peur de leur deck ou des fausses de cartes action. La phase d'effroi étant terminée, les 2 joueurs vérifient les conditions de fin de partie. Celles-ci n'étant pas atteintes, un nouveau tour de jeu débute. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre sur pause afin d'avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais presque tout concernant les règles de base de Jurassic World Miniature Game. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.